nous étions tous d'accord. Tu n'es pas le bienvenu au mariage, dit ma mère avec un sourire moqueur. Bon à savoir, répondis-je. J'ai transféré les 6 000 € du fonds pour la lune de miel sur mon compte et annulé les vols que j'avais réservés à leur nom. Le lendemain matin, j'avais 27 appels manqués et un message qui a tout changé. C'était mardi quand le message est arrivé. Juste 3 mots, nous étions d'accord. Au début, je n'étais pas sûr de ce que cela signifiait. Mais le nœud dans mon estomac le savait déjà. 1 minute plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau, et cette fois, c'était une phrase complète envoyée par ma mère, nous étions tous d'accord. Tu n'es pas le bienvenu au mariage. Sans ponctuation, juste ce clin d'œil arrogant qu'elle utilisait toujours quand elle voulait paraître formelle. Un sourire cynique sous forme de texte. Je fixais le message, le relisant comme si les mots pouvaient changer si je clignais assez fort. Mais ils n'ont pas changé. Le mariage de ma sœur, celui pour lequel j'ai aidé à payer, que j'ai aidé à planifier, pour lequel j'ai passé des mois à éteindre des feux émotionnels, à écouter des crises de larmes et à réserver chaque prestataire parce que ma sœur, Lucia, était trop stressée pour s'en occuper. Cette même Lucia qui, il y a 2 semaines, m'a appelé son rock émotionnel pendant que je transférais 1 700 € supplémentaires pour des centres de table qui semblaient sortis d'un catalogue de vomi pastel sur une boutique de fleurs. Je m'appelle Nicolas. J'ai 32 ans, et jusqu'à ce message, je pensais que je faisais quelque chose de bien, que j'étais la colle qui maintenait une famille toujours à un appel manqué de s'effondrer. Je ne suis pas riche, loin de là, mais je travaille dans le secteur technologique depuis assez longtemps pour avoir mis de l'argent de côté. J'ai vécu modestement, je suis resté célibataire, j'ai épargné pendant que les autres dilapidaient et contractaient des prêts. Pendant des années, j'ai pensé que cela faisait de moi un chanceux et qu'eux avaient simplement de la malchance. Il s'avère que jouer les responsables ne fait de vous qu'un distributeur de billets familial, sans protection contre les découverts. Le mariage devait avoir lieu le samedi suivant dans un lieu en bord de mer, avec un thème ridicule en ivoire et doré que ma sœur trouvait élégant, mais qui ressemblait davantage à une baby shower royale. J'ai payé la moitié de l'acompte du lieu, réservé les vols, et même sécurisé la suite pour la lune de miel aux Canaries à mon nom, parce que le crédit de ma mère n'était pas assez bon pour garantir la réservation. Et maintenant, je n'étais pas le bienvenu. Je n'ai pas répondu au message. Pas besoin. À la place, j'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté discrètement au portail de voyage que j'avais utilisé pour les vols de la lune de miel. 2 billets aller-retour en classe à faire enregistrer avec mon email. J'ai cliqué sur « Annuler » et j'ai vu l'écran clignoter une seconde avant que la notification de remboursement n'apparaisse, 3 900 €. Puis, j'ai accédé à mon compte épargne et lancé un virement de 17 000 €, exactement la somme que j'avais envoyée à Isabelle, ma mère, le mois précédent, pour ce qu'elle appelait les « frais supplémentaires du mariage ». Je n'ai rien dit à personne, j'ai juste regardé les chiffres bouger. Je ne ressentais rien, ni colère, ni même tristesse, juste une étrange sensation de calme, comme si j'avais retenu mon souffle pendant des années et que je pouvais enfin expirer. Le premier appel est arrivé à 20h19. C'était Lucia. Je l'ai laissé sonner. Puis mon cousin a appelé. Ensuite, l'oncle Joaquin. Puis Isabelle. J'ai désactivé les notifications et continué ma soirée, réchauffant des restes et regardant un documentaire dont je n'ai pas absorbé une seconde. Le lendemain matin, j'avais 27 appels manqués, 4 messages vocaux et un message qui m'a glacé la main. Appelle-moi, s'il te plaît. C'est ton père. Ça m'a arrêté. Mon père reste généralement en dehors du chaos. C'est un homme calme, du genre à préférer réparer une cafetière cassée plutôt que de se mêler aux drames familiaux. Quand j'étais petit, je pensais qu'il s'en fichait. En grandissant, j'ai compris que ce n'était pas ça. Il choisissait simplement ses batailles, et s'il s'impliquait dans celles-ci, c'est que quelque chose n'allait pas. Mais avant que je puisse digérer ça, les messages vocaux ont commencé à résonner dans ma tête, se répétant même sans que je les écoute. J'imaginais le ton génial de Lucia, les pleurs théâtraux d'Isabelle, peut-être un message culpabilisant d'une tante qui ne m'avait pas écrit depuis 2 ans. J'avais envie de tout supprimer, vraiment, mais ce seul message de Fernando restait là. Ça n'est pas venu de nulle part, ça a commencé petit à petit. Un commentaire en passant par-ci, une blague par-là. À Noël dernier, Isabelle a dit. Eh bien, au moins Lucia nous donnera des petits-enfants. Tout le monde ne peut pas en dire autant. J'ai ri sur le moment. Je n'ai jamais voulu d'enfant, et ça me va,
mais ça a fait mal d'une manière que je n'ai même pas voulu admettre. Puis, lors du dîner de fiançailles de Lucia, j'ai remarqué qu'on ne m'avait pas placé à la table principale. Juste pour que tout soit équilibré, a dit Isabelle. Mais le petit ami de ma cousine, qui ne sortait avec elle que depuis 3 mois, était assis à côté du fiancé. Ça aussi, je l'ai avalé. Comme toujours. C'était toujours de petites coupures de papier, jamais assez grandes pour justifier une confrontation. Jusqu'à ce qu'elle le devienne. Après les fiançailles de Lucia, tout est devenu une urgence. Isabelle m'appelait en panique pour les échantillons de gâteaux. Lucia faisait des crises à propos des robes des demoiselles d'honneur. On attendait de moi que je couvre tout ce que la famille du fiancé ne payait pas. Et je l'ai fait, parce que je pensais qu'aider, c'était appartenir, que me pointer avec mon portefeuille était ma façon de prouver que je comptais. Mais ça ne m'a jamais donné une place. Ça a juste fait de moi le stagiaire non rémunéré de leur mariage de rêve. Et maintenant, je n'étais même pas invité. Ce matin-là, je me suis assis au bord de mon lit. Mon ordinateur était encore ouvert. La confirmation par email des vols annulés brillait à l'écran comme un signal silencieux de rejet. J'ai fait défiler les appels manqués. Chaque nom résonnait plus fort que le précédent. Jusqu'à ce que j'arrive au message de Fernando. Juste 6 mots, tu dois voir ça maintenant. C'est là que mon estomac s'est noué. Je fixais le message, le pouce flottant au-dessus de l'écran. Tu dois voir ça maintenant. 6 mots, mais il portait un poids plus grand que la culpabilité. Mon père a toujours été un homme de peu de mots, mais chacun est pesé. Il n'est pas dramatique comme Isabelle, ni manipulateur comme Lucia, et certainement pas du genre à paniquer. Alors, s'il disait que je devais voir quelque chose, ce n'était pas un autre message larmoyant ou un post passif-agressif dans le groupe familial. Je l'ai appelé. Il a répondu avant la 2e sonnerie. « Nicolas » a-t-il dit d'une voix basse. « Tu as 1 minute ?» « Oui » ai-je répondu, la bouche soudain sèche. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il y a eu une pause. J'entendais le bourdonnement étouffé de la télévision en fond. Puis le bruit de l'écran qui s'éteint. Je ne savais pas qu'ils allaient faire ça, ta mère et ta sœur. Je l'ai appris ce matin après qu'ils ont finalisé le plan de table et l'ont annoncé dans le groupe familial. Je ne suis même pas dans ce groupe, ai-je murmuré, plus pour moi que pour lui. Je sais, a-t-il répondu doucement. C'est une partie du problème. Une autre pause. Puis il a dit. Nicolas, ils ont dit à tout le monde que tu avais décidé de ne pas venir. Ça m'a frappé plus fort que prévu. J'ai cligné des yeux, essayant de comprendre. Ils ont dit quoi? Que tu faisais une de tes crises de solitaire, que tu t'étais énervé pour une broutille et que tu avais annulé. Lucia a dit à la famille que tu avais toujours été un peu dramatique et que, cette fois, tu étais allé trop loin, que tu ne voulais pas être là. J'ai laissé échapper un rire sec, amer, sans humour. Donc, ils m'ont viré et ont fait croire que c'était ma décision. Pire, a ajouté Fernando. Isabelle a dit que tu avais menacé de gâcher le mariage si tu venais. Ça m'a coupé le souffle. Quoi? Fernando a soupiré, comme s'il ne voulait pas être celui qui me le disait. Elle a dit à la famille du fiancé de Lucia que tu étais émotionnellement instable, que tu étais toujours amer d'être célibataire, que tu étais jaloux du bonheur de ta sœur. Elle a dit que tu faisais tout tourner autour de toi, comme toujours. Comme toujours, ma voix s'est brisée. J'ai dû me lever. Soudain, mon appartement semblait plus petit. Je sais, fiston, a-t-il dit rapidement. Je sais que tu n'es pas comme ça. J'ai vu comment tu as ramassé chaque morceau qu'il laissait tomber. Tu as organisé toute la fête de fiançailles, et personne ne t'a remercié. Tu as payé la 2e carte de crédit de ta mère l'été dernier sans dire un mot. Tu étais là à chaque fois qu'il ne l'était pas. Mais ils ne le voient pas. Ou peut-être qu'ils le voient, et ça les dérange. Je me suis appuyé contre le plan de travail. Mes mains tremblaient. Donc, tout ça, cet exil, c'était un coup monté pour me faire passer pour le méchant? Fernando a hésité. Puis, avec un soupir, il a dit, c'est pire que ça. Ils ont déjà commencé à dire aux gens que tu avais refusé de payer la lune de miel par dépit. Et là, j'ai su que quelque chose en moi avait changé. Quelque chose s'est brisé, mais pas comme je l'avais imaginé. Ça ne faisait plus mal. Je n'étais même pas en colère. Je me sentais distant, froid,
comme si je regardais un épisode en rediffusion d'une série qui m'importait autrefois, mais dont je connaissais déjà tous les rebondissements. Ils ont pris l'argent, papa, ai-je dit d'une voix plate. 6 000 € transférés sur le compte de maman pour la lune de miel. J'ai annulé les vols hier soir. Le remboursement est déjà sur mon compte. Il est resté silencieux quelques secondes. Puis il a dit doucement, bien. C'était la première fois en des années que Fernando soutenait ouvertement une de mes décisions. Ce n'était pas un homme de grands gestes, mais ce seul mot voulait tout dire. Puis il a ajouté, il y a autre chose? Je n'allais pas te le dire, mais je pense que tu dois le voir. J'ai entendu un froissement de l'autre côté de la ligne, puis le son d'une notification. J'ai ouvert mon téléphone. C'était une capture d'écran d'un groupe de discussion, Isabelle, Lucia, et quelques tantes. Mon nom apparaissait dans la conversation. Isabelle avait écrit, ne vous inquiétez pas pour Nicolas. Il est juste sensible parce que personne ne l'a jamais assez aimé pour l'épouser. Je lui parlerai après le mariage quand il réalisera à quel point il se comporte de manière puérile. Lucia avait écrit, c'est un fantôme. Laissez-le disparaître. On doit juste s'assurer qu'il ne nous mette pas dans l'embarras. Carmen avait écrit, donc, on est d'accord. Pas d'accompagnant pour lui, même s'il supplie. Isabelle avait répondu, exactement. Pas de place, pas de discours, pas de drame. Il s'en remettra. Comme toujours. J'ai lu les messages 2 fois, puis une 3e, et ensuite je les ai supprimés. Pas par déni, mais parce que je n'avais pas besoin de les revoir pour connaître la vérité. J'avais toujours été un étranger dans ma propre famille. Celui qui aidait, qui réparait, la colle invisible. Mais la colle ne s'assoit pas à table, elle maintient juste tout ensemble pendant qu'elle se brise à l'intérieur. Et ils avaient raison sur une chose, je n'allais pas supplier. Cet après-midi-là, je me suis assis et j'ai commencé à faire une liste, non pas des personnes à affronter, mais des systèmes à démanteler. Ils voulaient que je disparaisse en silence, mais ils avaient oublié quelque chose. J'étais celui qui tenait les ficelles. J'ai annulé l'abonnement commun au supermarché. J'ai supprimé leur profil des plateformes de streaming familial. J'ai désactivé les paiements automatiques du prêt étudiant de Lucia. Et le meilleur de tout, l'acompte pour le lieu du mariage était toujours à mon nom. Techniquement, j'étais le titulaire principal du contrat. Il ne m'avait jamais remboursé ce chèque avec lequel j'avais réservé la date. J'avais repoussé cette paperasse pendant longtemps. Plus maintenant. C'était en haut de ma liste. En regardant le contrat, le curseur sur « Annuler la réservation », j'ai souri pour la première fois de la journée. Parce que s'il pensait que j'exagérais, eh bien, cette fois, j'ai décidé de ne pas me taire. Le mercredi matin, mon silence les faisait tourner en rond. Les messages vocaux sont passés de passif-agressif à désespéré. Le ton de Lucia changeait à chaque message. D'abord agacée, puis suppliante. « Nicolas, on peut parler ? Je pense qu'il y a un énorme malentendu. » Isabelle ne le pensait pas, je n'ai pas répondu. J'écoutais, les bras croisés. Chaque nouveau message ne faisait que confirmer ce que je savais déjà. Ils essayaient de remettre le dentifrice dans le tube, mais il était trop tard. Je ne cherchais pas la vengeance par orgueil. Ce n'était pas une attaque, c'était une libération, et je m'assurais qu'ils le ressentent. Cet après-midi-là, je me suis assis avec un carnet noir et j'ai commencé à noter chaque compte, chaque paiement automatique, chaque facture avec un mot de passe à mon nom. Ce n'était pas dramatique, c'était méthodique. L'ironie, c'est qu'ils m'ont toujours appelé le froid, le robot, celui qui ne ressentait pas les choses comme les autres. Ils avaient raison, en quelque sorte. Je n'ai pas explosé, je n'ai pas crié, j'ai calculé. J'ai accédé au forfait mobile d'Isabelle, celui que je payais depuis 2019 quand elle a été licenciée. Je l'ai suspendu. Elle ne s'en rendrait même pas compte avant d'essayer de passer un appel pendant son essai de coiffure vendredi. Le compte Vinted de Lucia, toujours lié à mon compte bancaire comme carte de secours depuis qu'elle avait fait 3 découvertes à l'université et n'avait jamais su comment le dissocier, déconnecté. Et puis, pour le plaisir, j'ai signalé des frais suspects sur mon compte. La protection contre la fraude, c'est magnifique. Le jeudi matin, j'ai reçu un email du lieu du mariage. Une confirmation polie mais ferme, nous avons reçu votre demande d'annulation. Selon le contrat, l'acompte sera perdu si aucune nouvelle réservation n'est effectuée. J'ai souri.
qu'ils expliquent ça aux 118 invités qui prenaient l'avion pour une cérémonie samedi qui, soudain, n'avaient plus de réservation légale. Vers midi, Victor, mon cousin, a appelé. Le seul qui m'a toujours traité comme une personne, pas comme un outil. Sa voix semblait fatiguée. « Nicolas, qu'est-ce qui se passe ? » Je n'ai pas menti. J'en ai marre de financer une famille qui me voit comme un portefeuille sur pattes. Il a soupiré. Ils perdent la tête. Bien. Lucia est en pleine crise. Elle dit que tu ruines son mariage. J'ai laissé échapper un rire sec. Si un vol annulé et un fond de lune de miel gelé ruinent un mariage, peut-être que ce mariage n'était pas fait pour durer. Victor n'a pas argumenté. Il a juste dit. J'aurais aimé que tu me le dises avant. J'ai toujours su qu'il profitait trop de toi. Ce soir-là, j'ai rouvert mon ordinateur et accédé à l'ancien compte de stockage cloud de Fernando, celui qu'on avait utilisé quand je l'avais aidé à numériser tous les documents familiaux il y a quelques années. À l'intérieur, il y avait une mine d'or, des reçus scannés, des emails, même la facture originale de la fête de fiançailles que j'avais payée, mais qu'Isabelle avait commodément oubliée. J'ai créé un nouveau dossier partagé dans le cloud et j'ai tout téléchargé sous le titre « Contribution de Nicolas que personne n'a voulu ». Puis j'ai copié le lien et l'ai envoyé à tous les membres du groupe familial. Je n'ai pas écrit de description. Pas besoin. Moins de 5 minutes plus tard, j'ai été expulsé du chat familial. Parfait. Mais le véritable rebondissement est arrivé le vendredi matin, la veille du mariage. Je prenais mon café, savourant le silence, quand j'ai reçu un email de la mère du fiancé, Teresa. On s'était vu une fois. Elle était gentille, posée, très correcte. Le genre de femme qui aligne ses couverts et dit « cher » au lieu de « chérie ». Son message était court, mais il m'a secoué plus que n'importe quel message vocal. Objet, préoccupation concernant le mariage. Bonjour Nicolas, je voulais vous contacter directement. J'ai entendu des bribes de ce qui se passe, et franchement, je suis alarmé. Pourrions-nous parler si vous avez un moment ? J'ai l'impression qu'il me manque des informations cruciales. Cordialement, Teresa. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était plus juste un ragot familial. C'était un fil qui se défaisait des deux côtés. Je l'ai appelée. Elle a répondu immédiatement. Merci d'appeler, a-t-elle dit. Formelle, mais avec une pointe d'inquiétude. Je ne veux pas m'immiscer là où je n'ai pas ma place, mais mon fils vient de me dire que le lieu du mariage a peut-être été annulé. C'est le cas, ai-je répondu calmement. J'ai payé la compte. Il était à mon nom. Elle est restée silencieuse un instant. Ce n'est pas ce qu'on nous a dit. J'en suis sûr. Elle a marqué une pause. Nicolas, je ne sais pas ce qui a été dit, mais on m'a dit que vous aviez refusé de venir. Que vous aviez annulé parce que vous étiez blessé. J'ai laissé le silence parler pour moi. Puis j'ai demandé, les gens blessés paient-ils généralement les fleurs, le gâteau de mariage, le digi et la moitié du lieu ? Teresa a inspiré brusquement. Je n'étais pas au courant de tout ça. Bien sûr que non. Ils avaient besoin de quelqu'un à blâmer quand je me suis retiré. Et quand j'ai arrêté de financer, ils ont fait ce qu'ils font toujours. Me mettre tout sur le dos. Sa voix s'est adoucie. Je comprends maintenant pourquoi vous vous êtes éloigné. J'aurais fait pareil. Mais ensuite, elle a dit, Nicolas, il y a quelque chose que vous devriez savoir. Lucia a ouvert une carte de crédit conjointe avec votre mère la semaine dernière et a utilisé votre nom sur la demande. Je me suis figé. Quoi ? Ils ont prétendu que vous aviez signé en tant que co-titulaire. Mon mari l'a remarqué quand nous avons vérifié les dépenses finales. Il a reconnu votre nom sur les documents. C'est tout. C'est la partie qui a tout changé. Je n'étais plus juste le distributeur de billets de la famille, j'étais une cible. Je suis resté assis, le café soudain froid dans ma main, tandis que les mots de Teresa résonnaient dans mes oreilles. Ils ont prétendu que vous aviez confirmé. Je ne l'avais pas fait, loin de là. J'ai toujours été prudent avec le crédit, même protecteur. Après avoir vu Isabelle faire défaut sur un prêt auto quand j'avais à peine 20 ans, entraînant son historique financier dans l'abîme avec le mien attaché derrière parce que oui, elle m'avait convaincu de co-signer, j'avais passé presque une décennie à réparer ma réputation financière. Je savais comment me protéger. Je n'avais rien signé pour ce mariage en dehors de ce que j'avais payé directement.
Avez-vous une copie de la demande, ai-je demandé à Teresa, la voix contrôlée mais tranchante. Oui, a-t-elle répondu. Voulez-vous que je vous l'envoie maintenant? S'il vous plaît. Quelques minutes plus tard, elle est arrivée dans ma boîte de réception. Là, me fixant, une demande de carte de crédit à haut plafond pour les frais de mariage, avec une signature numérique falsifiée. Mon nom, mon adresse, mon numéro de sécurité sociale, même mon ancien email professionnel, probablement pris dans des formulaires fiscaux ou des documents bancaires qu'ils avaient encore. Je n'ai pas ressenti de colère, pas de tristesse, j'ai ressenti de la clarté. Toutes ces années, j'avais été le plan B, le réparateur, le financier silencieux. Mais falsifier mon nom, ce n'était pas du désespoir, c'était un privilège trempé dans la fraude, c'était du vol, et c'était la goutte d'eau. J'ai déposé une plainte pour fraude auprès de la société de cartes de crédit. J'ai pris des captures d'écran de chaque détail. Puis j'ai porté plainte à la police, joignant tous les documents, la demande falsifiée, et une déclaration notariée de non-consentement. Ensuite, j'ai pris mon téléphone et, pour la première fois depuis ce message arrogant d'Isabelle qui avait tout déclenché, je l'ai appelée. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, comme si elle attendait. Nicolas, a-t-elle dit d'une voix exagérément joyeuse. J'allais justement t'appeler pour. Je l'ai coupé froidement. Je veux juste l'entendre de ta bouche. Tu as signé mon nom sur une demande de carte de crédit. Silence. Nicolas, tu es ridicule. C'était juste une garantie au cas où les frais de la lune de miel dépasseraient. Tu sais comment sont ces choses. Tu as signé mon nom. Une longue pause. Lucia a dit que tu l'aurais fait si tu avais su que c'était important. J'ai laissé ces mots planer comme une guillotine. Ce n'est pas une réponse, ai-je dit d'une voix glaciale. Mais ce n'est pas grave. Tu pourras l'expliquer à l'enquêteur quand ils t'appelleront. Ça a brisé son masque. Quoi? Tu es sérieux, Nicolas? On est une famille. Tu vas vraiment rendre ça moche pour un malentendu? Maman, ai-je dit en la coupant. Tu m'as exclu d'un mariage que j'ai payé. Tu as menti à tout le monde et tu as commis une fraude en utilisant mon nom. Ce n'est pas moi qui ai rendu ça moche. C'est toi. Je ne fais que mettre en lumière ce qui a toujours été là. Nicolas, mon chéri, s'il te plaît, on peut arranger ça. J'ai raccroché. Ce soir-là, je suis allé chez Fernando. Il m'attendait sur le porche avec 2 bières et cette expression calme et burinée qu'il avait toujours quand les choses devenaient sérieuses. Tu vas bien, a-t-il demandé quand je me suis assis à côté de lui. J'ai hoché la tête lentement. En cours. On n'a pas beaucoup parlé. Pas besoin. Il m'a juste passé la bière, et on a regardé le soleil se coucher derrière les arbres. Finalement, il a dit, tu as fait ce qu'il fallait. Et d'une certaine manière, ça valait plus que tout le reste. La chute a été rapide. D'abord, les appels de la famille ont commencé. Mes tantes, mes cousins, même l'oncle Joaquin, qui ne m'avait pas parlé depuis 2016. Tous voulaient savoir ce qui se passait vraiment, pourquoi le mariage avait été annulé, pourquoi Lucia avait posté une story critique sur Instagram parlant de trahison familiale. Je n'ai pas répondu. Puis sont venus les messages, les excuses, les accusations. Nicolas, je n'avais aucune idée. On aurait dû te défendre. On peut parler, s'il te plaît? Mais j'en avais fini d'être leur concierge émotionnel. J'ai laissé les appels aller sur messagerie. J'ai laissé les messages non lus. Quant au mariage, il n'a jamais eu lieu. Avec le lieu annulé et sans alternative réservée, ils ont essayé d'improviser une cérémonie dans un jardin, mais les invités étaient perdus. Certains ont fait demi-tour à mi-chemin de leur vol, et la famille du fiancé, après avoir appris pour la fraude de la carte, a tout annulé. Apparemment, une fraude financière avant les vœux ne fait pas bonne impression. Lucia s'est mise à poster des stories critiques sur les réseaux, des versets bibliques, des phrases passives-agressives sur les serpents dans l'herbe et les proches qui vous tournent le dos. Je n'ai pas bronché. Parce que, vous savez quoi? Parfois, la meilleure vengeance, ce n'est pas une confrontation dramatique, ce n'est pas crier, ce n'est pas humilier quelqu'un devant tout le monde. Parfois, c'est la clarté. Démanteler silencieusement le système qui vous prenait pour acquis, s'éloigner pendant que toute la maison pourrie s'effondre derrière vous. Une semaine plus tard, j'ai reçu un dernier message d'Isabelle. Tu as clairement fait comprendre ta position. Nous souffrons tous.
Tu n'avais pas besoin d'aller aussi loin. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai changé de numéro. J'ai pris quelques jours de congé au travail et réservé un voyage en solo. Juste moi et mon ordinateur portable, dans le même complexe touristique où Lucia devait passer sa lune de miel. L'avantage d'être celui qui réserve tout à son nom, c'est qu'on connaît bien les politiques d'annulation. J'ai changé les dates, surclassé la suite, ajouté leur forfait champagne à ma réservation, et je me suis assis sur ce balcon, un verre à la main, les vagues s'écrasant sous mes pieds, pensant à tout le temps que j'avais passé à attendre que quelqu'un me voie. Mais finalement, je me suis vu moi-même. Pas la version dont ils avaient besoin. Pas le réparateur, pas le compte bancaire, juste Nicolas. 32 ans, libre. Et enfin libéré du besoin de gagner un amour que je ne leur devais jamais en premier lieu. Je ne sais pas s'ils comprendront un jour ce qu'ils ont perdu, mais moi, je le sais. Et je ne le rendrai pas.